Donc bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde qui va nous permettre d'aller au bout du compte. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et puis il était une fois Nathalie Azoulay, romancière française, auteure de 6 romans, dont le dernier a reçu, lors des prix d'automne dernier, le prix Médicis. S'il s'agissait de Titus n'aimait pas Bérénice, publié aux éditions POL, dont il sera un peu moins question aujourd'hui, mais dont je recommande la lecture tant ce livre est indispensable et beau. Je vous l'ai dit, Nathalie, par mail, je vous le dis en face aujourd'hui. On en parlera moins car aujourd'hui nous parlerons surtout de la participation de Nathalie Azoulay à un livre collectif qui s'intitule Leurs contes de Perrault, dans la collection Remake aux éditions Belfond. C'est un ouvrage dans lequel vous vous êtes attaqué à Cendrillon, ou la pantoufle de verre de Perrault, que vous avez transfiguré en Cendrillon ou le petit gant de soie. Et vous êtes entouré d'une dizaine d'autres romanciers contemporains, comme Gérard Mandillas, Cécile Coulon, Hervé Le Tellier, Emmanuel Cambrai, Emmanuel Pagano, et j'en oublie, mais ils sont tous là. Il était une fois Michael Cunningham, écrivain américain, auteur notamment de La Maison du bout du monde, de Les Heures, couronné par le prix Pulitzer, entre autres, du Livre des Jours, pour ne citer que cela. Michael Cunningham, vous êtes en France depuis quelques jours pour accompagner la sortie de votre dernier livre, le 7e, publié en France chez votre éditeur Belfond, traduit par Anne Damour, ne jamais oublier les traducteurs, illustré par Yoko Shimizu, qui s'intitule « Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, et puis ». Vous êtes accompagné par Thomas de la Guarda, qui sera notre interprète tout au long de cette heure de conversation, et que je remercie infiniment de rendre ce dialogue possible et fluide. Alors, ma première question, qui s'adresse à vous deux, pourquoi prendre les contes, que ce soit Perrault, Grimm, pour en faire une matière première à la création de nouvelles fictions? Est-ce parce que finalement, les contes, du moins dans notre société occidentale, c'est une sorte de socle commun de connaissances, de références, quelles que soient les générations? Je pense qu'on a tous ici été bercés, effrayés avec les contes dans notre enfance. Aujourd'hui encore, quantité d'albums jeunesse illustrent les contes, soit de façon traditionnelle, soit sont revisités par leurs auteurs et les illustrateurs. Il y a énormément de collections de contes. Il y a des contes adaptés en bande dessinée. Les contes sont présents dans la littérature et dans la littérature contemporaine. Et la littérature contemporaine française, je pense au Vaillant Tirailleur d'Éric Chevillard il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a eu le cinéma, Disney, la publicité, les contes sont présents dans la publicité. Il y a la série Grimm de la NBC qui passe en ce moment en France, qui a démarré il y a quelques années aux États-Unis. C'est parce qu'il y a cette omniprésence du conte que ça vous a semblé un bon point de départ. Peut-être Michael d'abord et Nathalie ensuite. Yes. Thank you so much. You're so welcome. No, it's true. Fairy tales, for most of us, are the first stories we hear. And then we grow up and we read and hear other stories. But certainly for me, and I'm sure I can't be the only one, those very early stories that my mother would read to me were almost absorbed through my skin and into my DNA. I sort of feel like I am a fairy tale. Oh, en un mot, oui.
Non, je crois que c'est tout à fait vrai. Tous ces contes, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, constituent le corpus. Ce sont les premières histoires que nous avons entendues. Ensuite, bien sûr, nous grandissons, nous devenons adultes, mais je crois que je ne suis pas le seul à pouvoir dire que ces premières histoires que nous avons entendues, en l'espèce, c'est ma mère qui me les racontait, bien, ces premières histoires, moi, je les ai vraiment absorbées à travers ma peau presque. C'est maintenant partie prenante de mon ADN. Donc, oui, absolument, vous avez raison. Nathalie? Je ne pourrais pas du tout dire le contraire, parce que dans les domaines me concernant. Ce que je pourrais ajouter en revanche, c'est que c'est très jubilatoire d'arriver après tous ces grands auteurs et de se dire qu'on peut nous-mêmes y ajouter sa propre variation, parce qu'en fait, votre intervention s'appelle Au bout du compte, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de bout en fait, et que c'est ouvert, et que c'est une longue lignée de variations sur des archétypes et des figures qui seront là toujours, et que chaque époque va en fait faire varier à sa façon. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on a envie de s'insérer et de s'inscrire dans le conte et dans l'histoire des contes. Il y a un côté universel et intemporel aussi dans les contes, parce que ça ne vieillit pas vraiment dans les thèmes. Les contes, c'est aussi un regard sur la société, ça parle de jalousie, de couple, d'amour, de haine, de famille, de guerre, de pauvreté, de classe sociale, de personnes imbues d'elles-mêmes, d'orphelins, de solidarité, et puis on n'arrive jamais au bout, comme vous le dites. C'est aussi ce côté universel qui était une bonne matière à malaxer, et puis ce regard sur la société qui pouvait aussi être un prétexte à parler des mots contemporains, mots MAUX, de nos sociétés. There's something great about starting with a story that already exists. You're not making up the story from scratch. You're taking a story that's widely known and then riffing on it. Kind of the way John Coltrane would do a jazz riff on a sonata. You've already, the groundwork has been laid, and so you can think all the more about how are you going to vary it? For me, I love fairy tales. And this book of mine is very much a tribute to fairy tales, but when I was a child, and my mother would read these fairy tales to me, so many of them end with the phrase, happily ever after, and I would look at her like, go on. Like, what now? She said, light it, cigarette it. That's the end, just go to bed. Je crois que c'est extrêmement agréable de pouvoir travailler sur des histoires qui existent déjà, qui nous préexistent finalement, ce qui nous permet de ne pas avoir à tout réinventer. Et c'est un peu comme un riff de John Coltrane sur un standard de jazz. La base existe déjà, on peut dès lors se concentrer sur ce qui ne sont plus que des variations finalement sur cette base existante. Moi-même je suis un grand amoureux des contes et je crois que mes propres livres finalement ne sont qu'un hommage à cette figure du conte. Et puis vous savez, je me souviens quand j'étais enfant et que ma mère me lisait des contes, beaucoup de contes finissent par les mots « et ils vécurent heureux à tout jamais ». Et je me rappelle que je regardais parfois ma mère avec un regard un petit peu interrogatif, l'air de lui demander, mais c'est pas possible, ça peut pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi? Il faut bien qu'il y ait une suite. When I've been talking to people about this book of fairy tales, a very popular question is, do I believe in happily ever after? And all I can ever say is, oh darling, some days. Et souvent, lorsque j'évoque ces contes avec d'autres, lorsque je parle des livres de contes, une question qui émerge souvent, qu'on me pose souvent, est de savoir si moi-même j'y crois, à cette histoire de « et ils vécurent ensemble à tout jamais ». Bon, ma réponse, c'est parfois simplement de dire « oh, mon chéri, sûrement, peut-être ». Nathalie, sur le côté universel, le regard sur la société? Oui, ce regard sur la société,
il est évidemment au cœur de l'entreprise du conte. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé faire en ajoutant, disons, ma variation, c'est travailler sur la liberté des femmes, qui a toujours été dans les contes. C'est pas du tout propre à l'époque moderne, ça a toujours été un des enjeux du conte. Mais disons que je l'ai poussé un peu plus loin, et j'ai joué une Cendrillon, puisque j'ai travaillé sur Cendrillon, qui braverait les lignes rouges et qui irait jusqu'à se transformer en garçon pour acquérir et pour gagner sa liberté. Donc forcément, cet enjeu-là, il appartient à notre époque et malheureusement, il est toujours très d'actualité. Sur le genre aussi. Bien sûr. Comment on fait le choix, Nathalie, du conte qu'on veut traiter quand il s'agit comme ça d'un ouvrage collectif? C'est l'éditeur qui vous fait des propositions, c'est vous qui répondez du tac au tac « Ah, moi je veux Cendrillon », en espérant pas marcher sur les plates-bandes des 10 autres petits camarades qui vont travailler sur le livre. Et surtout, comment un éditeur arrive à vous entraîner dans un projet pareil? Moi, je crois que c'est un peu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ma propre volonté de travailler sur une figure et puis les propositions qu'on m'a faites où je n'avais pas le choix de tous les contes de Perrault puisque certains avaient déjà été pris. Donc j'avais le choix entre quelques-uns. Et ce qui m'intéressait, parce que Cendrillon c'est une des figures tutélaires quand on est une petite fille, c'était de reprendre un peu le chemin de ce que moi j'avais entendu quand j'avais quelques années et de ce que j'ai vécu ensuite, et de faire un lien entre tout ça. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir une familiarité avec le conte et que certains autres contes qui m'étaient proposés m'étaient moins familiers, j'avais pas du tout envie de cette étrangeté-là. J'avais envie de reprendre et de repasser sur mes propres traces en fait, de moi petite fille, de ce que j'avais perçu de Cendrillon à l'époque et de ce que je perçois aujourd'hui et de les confronter. Vous êtes allés l'un et l'autre relire des contes d'origine avant de travailler, ou vous avez plutôt travaillé sur le ressenti, la mémoire qui restait de l'enfance? Les deux, c'est-à-dire que d'abord j'ai essayé de convoquer mes souvenirs et de jeter un peu tout ce qui me restait de mes propres impressions de lecture, pas seulement de lecture, comme vous l'avez dit, des films, des dessins animés, tout ça, et puis des chansons aussi, parce que Cendrillon, elle hante tout l'univers de la création. Et ensuite, je suis allée revoir Perrault, parce que j'avais quand même quelques contraintes. Il nous disait qu'on avait carte blanche, mais il y avait quand même un petit peu des contraintes de suivi de l'original. Il fallait qu'on reconnaisse quand même la patte de l'original. Donc j'ai fait les deux, mais je m'en suis assez vite dégagée, et je suis allée en fait du pôle du souvenir voilà, au pôle aussi de l'invention avec Perrault dans un coin de ma tête. Yes, I did read the originals again, and I have forgotten how gruesome they are. You know, in Cinderella, the two stepsisters try to put the magic shoe on, and it doesn't fit. They cut their toes off. And I thought, Mom, why did you read me that? No wonder I've turned out this way. They're very dark. They're very upsetting, which is, I think, frankly, another reason we love them. We're not being treated carefully by these stories. Oui, j'ai quand même relu les contes originaux et je dois dire que j'avais oublié à quel point ils peuvent être horribles, finalement. Vous savez, dans Cendrillon, par exemple, les deux sœurs de Cendrillon essayent, avant elles, le soulier qui ne leur va pas, et parce que le soulier ne leur va pas, elles finissent par se couper les orteils. Et je me rappelle avoir relu ça et m'être dit, mais enfin, maman, mais pourquoi m'as-tu lu, enfant, des choses aussi atroces? Ce n'est pas étonnant que j'ai mal tourné, lu des trucs pareils. Donc effectivement, ces contes ont bien souvent un côté extrêmement sombre et très perturbant, et je dois dire que c'est probablement aussi pour cela que nous les apprécions tant. Ouais, une petite chose, c'est que dans Perrault, ce n'est pas dans Perrault que les orteils sont coupés, c'est dans une autre version, mais ce n'est même pas les sœurs qui se coupent les orteils, c'est la mère qui les leur coupe, donc c'est encore plus cruel que ça. Right. I forgot about that part. It's the mother who cut. That's even worse. But yeah, I think we underestimate children. My child, when he was young, he's a giant criminal, terrifying person now. But he
he liked the scary stuff. He wanted us to talk about what's out there in the woods. He didn't want all happiness and safety. He was fascinated by danger and evil, and I think children should know about that. J'avais effectivement complètement oublié que c'était la mère qui leur coupait les orteils. Je crois que c'est encore pire. Ceci dit, je crois que nous sous-estimons souvent les enfants. Je sais que mon propre fils, qui a une personnalité presque dérangeante, un petit peu criminelle parfois, lui-même adore ces aspects plus effrayants du conte. Il a envie qu'on lui parle du monde réel, du monde tel qu'il existe, même à travers les contes. Il n'aime pas qu'on lui raconte voilà, que les gens sont heureux et que tout se passe bien. Il a envie d'entendre tout ce qui aussi parler de tout ce qu'il y a de mauvais et de sombre. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Michael, Nathalie nous a dit à quel point le choix de Cendrillon s'était imposé vite, si j'ai bien compris. Vous, dans Ils vécurent heureux, il y a beaucoup d'enfants. Et puis, j'ai une autre question qui me vient à l'idée là maintenant. Le titre anglais, c'est A Wild Swan and Other Tales, donc un cygne sauvage et autres contes, si mon anglais n'est pas trop loin. Vous êtes content du titre français, qui n'est pas une traduction littérale et qui assume encore plus le côté conte? Oh yes, I'm quite satisfied with it. One of the great things about having a book translated into another language is you see it slightly reinvented. My translator, Anne de Moore, is here, and it feels important for me to acknowledge that the book in English was written by me, and the book in French is Anne de Moore and me. She wrote a parallel French version that's not exactly the English version in the best possible sense. Oui, je suis plutôt satisfait du titre. Je veux dire qu'une des choses qui me plaisent beaucoup dans la traduction, le fait de voir mes propres ouvrages traduits, c'est qu'à chaque fois qu'un livre est traduit, il est finalement réinventé. Ma traductrice en français est Anne d'Amour, qui est ici parmi nous. Et je crois qu'il est très important de reconnaître le fait que, comment dire, évidemment moi-même j'écris mes livres en anglais, et la version française a été finalement réécrite par Anne d'Amour. Et cela aboutit à une version française parallèle finalement à la version anglaise qui n'est pas tout à fait identique. I have to quickly say, I get irritated with writers who are so fussy about their prose. Like, oh, no, that's a mistranslation. Oh, come on. Everything's a mistranslation. It was a mistranslation when you wrote it. It was a mistranslation of a better book you should have written. So just shut up and be grateful that anyone wants to take it anywhere else. Ça m'agace beaucoup, moi, quand je vois des auteurs qui font des manières, qui font des chichis sur la traduction et qui me disent non, que finalement c'est une sous-version de leur texte d'origine. Ça m'agace beaucoup parce que j'ai envie de leur dire que leur propre texte n'est jamais qu'une sous-version de ce qu'ils auraient dû écrire. Et donc finalement voilà, il faut qu'ils arrêtent de faire des chichis et qu'ils soient surtout reconnaissants de ce que leur texte ait été traduit.